Un vent brûlant hurle à travers le désert rouge d'Arizona en 1876, où Mary Calder, une jeune femme de 20 ans, endure l'abandon de ses parents dans une station isolée. Forgée par la solitude, elle ne croit plus aux promesses. Pourtant, un Apache mourant, Thomas, va bouleverser son destin, révélant un secret scintillant qui attire la cupidité. Leur lien défiera-t-il la trahison et les balles? Un final poignant vous attend, où l'amour et le pardon redessinent l'horizon. Abonnez-vous, partagez d'où vous écoutez et plongez dans cette saga. Que cache le sable? La rédemption ou la perte? Restez jusqu'au bout pour le découvrir. En 1876, dans un coin perdu de l'Arizona, où le désert rouge s'étend comme une mer de sang séché, une station délabrée se dresse, solitaire, entre des pins rachitiques et des roches chauffées à blanc. Le vent, âpre et chargé de poussière, hurle à travers les canyons, fouettant les murs d'adobé craquelés de la station, un refuge pour les égarés que le destin a oubliés. Mary Calder, 20 ans, y survit, non pas par espoir, mais par une obstination brute, forgée dans la solitude. Ses parents, John et Clara, l'ont abandonnée à 7 ans, partis courir après l'or d'une mine lointaine avec une promesse fragile, revenir avant l'hiver. Ils n'ont jamais reparu, laissant Mary grandir avec le sable pour compagnon et le silence pour maître, apprenant à réparer des selles, à troquer de l'eau et à ne jamais poser de questions sur les passés qu'on lui cache. Ce jour-là, alors que le soleil de midi brûle le sol, jusqu'à le faire craquer, Mary traverse la cour, un seau à la main, ses bottes usées soulevant des volutes de poussière rouge. Ses cheveux noirs, noués sous un foulard délavé, dansent dans les rafales, et ses yeux, d'un brun profond comme la terre après la pluie, scrutent l'horizon par habitude, non par attente. Elle s'arrête net, le seau heurte sa cuisse. À l'ombre d'un rocher, près d'un cheval mort dont les flancs s'effondrent sous le poids des mouches, gît un homme, immobile, à peine humain, sous la croûte de sang et de sable. Un Apache, à en juger par sa peau cuivrée et les lambeaux de vêtements tachés. Mary s'approche, prudente, son couteau à la ceinture prêt à jaillir, car le désert enseigne qu'un blessé peut être un piège. Mais cet homme n'est pas une menace. Son souffle, rauque et faible, s'échappe comme un murmure d'agonie, et ses yeux, entr'ouverts, fixent le vide, portant une douleur qui n'appartient pas qu'à la chair. Elle s'agenouille, le cœur battant, partagé entre la méfiance et une pitié qu'elle ne s'explique pas. Des marques de cordes entaillent les poignets de l'inconnu. Des coupures, zèbres minent son torse, et une blessure béante, peut-être d'une balle, suinte à son flanc. Mary connaît les histoires, les Apaches traqués, les chasseurs de primes, les colons qui tirent poisson d'abord et prient ensuite. Sauver cet homme, c'est inviter la mort à sa porte. Pourtant, dans son regard éteint, elle voit un écho de sa propre enfance, quand elle attendait, nuit après nuit, des pas qui ne venaient jamais. Elle murmure, plus pour elle-même que pour lui. « Pas aujourd'hui, désert. Tu ne gagnes pas encore. » Avec une force née de l'habitude, elle hisse le corps, lourd comme un sac de grains, sur ses épaules. Le vent siffle, moqueur, tandis qu'elle titube vers la station, ses muscles protestant à chaque pas. Le cheval mort reste derrière, offert aux charognards. À l'intérieur, l'air est chaud et frais, saturé d'une odeur de cuir et de cendres froides. Elle allonge l'homme sur une paillasse, près de l'âtre éteint, et verrouille la porte, consciente que le monde extérieur pourrait bientôt frapper. Ses mains, habituées à recoudre des harnais, s'activent, cherchant dans un coffre des chiffons propres et une fiole d'alcool de contrebande. Elle déchire la chemise en lambeaux, nettoie les plaies avec une grimace, l'alcool sifflant sur la peau comme sur une braise. L'homme gémit, un son guttural, et ses lèvres craquelées laissent échapper un nom. Thomas. Mary suspend son geste, surprise,
Un nom anglais, porté par un Apache. Elle n'a pas le temps de s'interroger. La blessure au flanc est profonde. Le sang coule lentement, mais il vit. Elle écrase des feuilles d'ave de mesquite, mélangeant la pâte à l'eau bouillie, et l'applique sur la plaie, bandant le tout avec des lanières de tissu. Chaque mouvement est précis, mécanique, mais son esprit galope. Qui est-il? Un fugitif? Un guerrier? Pourquoi un nom comme Thomas? Le désert ne donne pas de réponse, seulement des questions qui pèsent mais comme des pierres. Elle s'assied, épuisée, le dos contre le mur, observant la poitrine de l'homme monter et descendre, fragile mais tenace. Dehors, le vent hurle toujours, et Mary sait que ce qu'elle vient de commencer n'est pas seulement un sauvetage, mais un défi lancé à la solitude qui l'a façonnée. Elle ignore encore que ce corps brisé sur sa paillasse porte un secret plus lourd que l'or, un secret qui attirera la tempête et mettra à l'épreuve tout ce qu'elle a appris à endurer. Alors que le vent continue de gémir dehors, sculptant des arabesques de sable contre les murs de la station, Mary, adossée aux murs d'adobe, sent le poids d'une décision qui n'a pas encore de nom. La poitrine de Thomas, sous les bandages grossiers, se soulève avec une régularité fragile, comme un feu qu'un souffle pourrait éteindre. À l'aube, alors que le ciel s'ouvre en une plaie rose au-dessus des pins secs, Mary se lève, les articulations raidies par une nuit sans sommeil. Elle ranime l'âtre, où des braises murmurent encore, et fait bouillir de l'eau dans une casserole noircie, ses gestes mécaniques masquant les questions qui galopent dans son esprit. Thomas, réveillé par la chaleur, entr'ouvre les yeux, son regard sombre cherchant quelque chose au-delà des poutres fendillées du plafond. Dans la lumière pâle, Mary change les bandages, notant que la plaie au flanc, bien que profonde, ne saigne plus. Elle applique une nouvelle pâte de mesquite, ses doigts effleurant la peau avec une précision froide, mais son cœur s'agite quand Thomas, d'une voix rauque, murmure des mots dans une langue qu'elle ne comprend pas. Il s'interrompt, tousse, puis dit, en anglais hésitant, « Je ne voulais pas, les enfants. » Mary fronce les sourcils, mais ne demande rien, car le désert lui a appris que certaines vérités ne se livrent qu'au compte-gouttes. Elle lui tend une tasse d'eau tiède, qu'il boit avec effort, et un silence lourd s'installe, seulement brisé par le crépitement du feu et le sifflement du vent. Ce matin-là, pendant que Thomas sombre dans un sommeil agité, Mary décide de fouiller le peu qu'il a apporté. Le cheval mort a laissé un vieux sac de sel jeté dans un coin de la station, ses lanières usées par le soleil. Elle hésite, consciente que violer ce maigre bien pourrait briser la fragile trêve entre eux, mais la curiosité, mêlée de méfiance, l'emporte. Sous une couverture râpée, ses doigts d'ongles rencontrent un objet dur, enveloppé dans un cuir tanné, noué par une cordelette rêche. Le sac pèse, non comme du tissu ou des provisions, mais comme un secret qui refuse d'être léger. Elle défait le nœud, le cœur battant, et sous la lumière tamisée, un éclat froid scintille, des morceaux de quartz striés d'or brut, irréguliers, comme arrachés à la terre par des mains désespérées. À côté, plié dans une peau de cerf, un bout de papier jauni, griffonné de lignes et de symboles. Une carte, mais ses contours semblent faux, trop nets pour être honnêtes. Mary referme le sac, le souffle court, comme si l'or pouvait la voir. Elle connaît les histoires des prospecteurs, des hommes rendus fous par ce métal, des villages brûlés pour une pépite. Ce n'est pas de l'or de poche, mais un fardeau, un appât. Elle glisse le sac sous une planche du plancher, près de l'âtre, et retourne auprès de Thomas, qui murmure dans son délire des noms d'enfants et des mots comme trahison et rivière sacrée. Quand il s'éveille à nouveau, ses yeux, plus clairs, la fixent avec une intensité qui la désarme. « Tu as vu, n'est-ce pas ?» demande-t-il, sans colère, mais avec une résignation ancienne. Mary, immobile, hoche la tête,
incapable de mentir sous ce regard qui semble lire les os. Il parle alors d'une voix basse, comme si le désert écoutait. Il fut interprète pour l'armée, croyant pouvoir tisser la paix entre son peuple et les Blancs. Mais ces mots, mal compris, ont conduit à un massacre, des enfants apaches morts lors d'une marche forcée. L'or qu'El Adal a trouvé n'est pas un trésor, mais un leurre, créé pour détourner une compagnie minière qui convoite une terre sacrée. La carte Edophos, un piège pour égarer les chasseurs de fortune. Thomas, chargé de ce fardeau, a été trahi par ceux qu'il servait, abandonné à la mort. Mary écoute, les poings serrés, sentant l'écho de sa propre solitude dans cette histoire d'exil. Elle veut parler, mais les mots se coincent, et elle se contente de poser une main sur le bord de la paillasse, un geste qui dit plus que sa voix. Dehors, le vent change de ton, portant un grondement lointain, des sabots peut-être, ou l'illusion d'un canyon qui se plaint. Mary se raidit, son instinct aiguisé par des années de vigilance. Thomas, sentant son trouble, murmure qu'elle ne doit pas garder ce sac, que l'or appelle le sang comme un coyote appelle la nuit. Mais Mary, les yeux fixés sur la porte verrouillée, sait qu'il est trop tard pour reculer. Quelque chose approche, et ce n'est pas seulement le vent. Elle ignore encore que le secret qu'elle cache sous le plancher attirera des ombres bien plus dangereuses que la solitude qu'elle a s'appris à dompter. Alors que le grondement lointain s'évanouit dans le canyon, comme un écho avalé par la pierre rouge, Mary, immobile près de la porte verrouillée, sent une ombre plus lourde que le vent peser sur la station. Le sac d'or, caché sous le plancher, semble murmurer, attirant des regards qu'elle ne voit pas encore. À l'intérieur, Thomas, affaibli mais alerte, se redresse sur la paillasse, son souffle court mais déterminé, comme un feu ravivé par un courant d'air. Dehors, sous un ciel où le soleil cogne comme un marteau sur l'enclume, des sabots martèlent le sol, et un nuage de poussière annonce l'arrivée d'hommes dont l'odeur de sueur et de métal précède les silhouettes. 5 cavaliers s'arrêtant devant la station, leurs ombres s'étirant comme des griffes sur le sol craquelé. À leur tête, Ethan Crowley, un ancien officier aux yeux gris comme l'acier, porte une veste de cuir usée et un revolver bas sur la hanche, son sourire froid promettant plus de menaces que de paroles. Il descend de cheval, ses bottes claquant sur la terre, et frappe à la porte avec le pommeau de son arme, un son sec qui résonne comme un avertissement. Mary ouvre, le menton haut, ses doigts effleurant le couteau à sa ceinture, consciente que la moindre faiblesse serait une invitation au chaos. Crowley, sans préambule, déclare qu'il traque un Apache, un voleur d'or, et que la rumeur place cet homme sous son toit. Sa voix, basse et tranchante, porte l'assurance d'un homme habitué à plier les âmes. Avant que Mary ne puisse répondre, un autre bruit de sabots brise le silence, plus hésitant, comme un écho maladroit. 2 silhouettes apparaissent, leurs visages usés par le soleil et le remords. John et Clara Calder, ses parents, revenus non pas pour elle, mais pour l'éclat d'un métal qu'ils croient à portée de main. Clara, les cheveux gris sous un châle déchiré, tente un sourire tremblant, murmurant le nom de Mary comme une prière mal répétée. John, les épaules voûtées, évite son regard, ses mains serrant les rênes comme s'il craignait de tomber. Mary, figée, sent une vieille blessure s'ouvrir, non pas dans son cœur, mais dans sa mémoire, là où une enfant attendait encore des pas qui n'arrivaient jamais. Crowley, flairant l'opportunité, s'adresse à John, proposant un marché. Livrer l'Apache et l'or pour une bourse et la paix. John hésite, ses yeux fuyants glissant vers Clara, puis vers le sol, avant de hocher la tête, un geste qui trahit plus qu'un homme, une famille entière. Clara, les lèvres pincées, ne proteste pas, son silence aussi lourd qu'un aveu. Mary, immobile, les fixe, non avec colère, mais avec une clarté qui brûle plus que le soleil. Elle parle enfin,
sa voix ferme comme la pierre du canyon. « Vous revenez pour l'or, pas pour moi. Vous saviez que j'étais vivante, et vous avez choisi le désert. » Clara tente de répondre, bredouillant des excuses sur la pauvreté, mais Mary l'interrompt, révélant une vérité qu'elle arrache à leur silence. Ils ont entendu, des années plus tôt, qu'elle survivait, mais la peur de l'échec les a gardés loin. Le vent, comme s'il sentait la trahison, hurle plus fort, faisant claquer les volets de la station. Mary, se tournant vers Crowley, déclare qu'aucun Apache ne se cache ici, que sa maison n'abrite que du travail et du silence. Mais Crowley, un sourire torve aux lèvres, ordonne à ses hommes de fouiller, leurs bottes soulevant des nuages de poussière et à l'intérieur. Thomas, dissimulé sous une couverture dans un coin sombre, retient son souffle, ses doigts crispés sur un éclat de bois, prêt à se lever malgré la douleur. Mary, pour détourner l'attention, propose de l'eau aux hommes, un geste calculé qui ralentit leur fouille. À cet instant, alors que la tension menace d'exploser, elle glisse une pensée, comme une prière chuchotée au désert. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre canal, partagez-la, car chaque voix qui s'élève fait écho à la lutte de ceux qui résistent dans l'ombre. La fouille s'achève sans rien trouver, mais Crowley, flairant le mensonge, promet de revenir, ses yeux gris fixant Mary comme un vautour guettant une proie. John et Clara, restés en retrait, murmurent des excuses, mais Mary, les ignorant, verrouille la porte derrière eux. À l'intérieur, Thomas émerge, son regard mêlant gratitude et culpabilité. Il murmure qu'elle a risqué sa vie pour un homme qui ne lui doit rien, mais Mary, les poings serrés, répond que ce n'est pas pour lui qu'elle agit, mais pour refuser au désert une nouvelle victoire. Dehors, la poussière retombe, mais l'air vibre d'une menace plus grande, car Crowley et les Calder, unis par la cupidité, ne renonceront pas. Mary, sentant la tempête approcher, sait qu'elle doit agir, non pour fuir, mais pour affronter ce que l'or a réveillé. Alors que Mary referme la porte, le claquement du verrou résonne comme un défi lancé au silence oppressant, mais l'air, saturé de poussière et de menaces, semble déjà vibrer d'une chasse imminente. Elle se tourne vers Thomas, dont le regard, malgré la fièvre, brûle d'une urgence nouvelle, et ensemble, ils savent que la station, jadis un refuge, est devenue un piège. Sous un ciel où les étoiles s'effacent derrière des nuages lourds, ils s'élancent dans la nuit, leurs ombres glissant sur le sol rouge comme des spectres poursuivis par un vent qui hurle la trahison. Mary, un sac de provisions sur l'épaule, guide Thomas, dont chaque pas arrache un souffle rauque, vers le canyon où l'or fut extrait, non pour le réclamer, mais pour y mettre fin. La fuite, qui dure 3 jours, est une danse brutale à travers un désert de pierres et de pins tordus, où chaque rocher semble un guetteur, chaque branche un poignard. Le premier jour, ils courent sous un soleil qui cuit la peau, leurs bottes s'enfonçant dans un sable qui aspire la force comme un vampire. Mary, les lèvres gercées, scrute l'horizon, guettant les silhouettes de Crowley et de ses hommes, dont les sabots laissent des échos dans les gorges. Thomas, soutenu par une branche noueuse, murmure des souvenirs fragmentés, des nuits passées à tracer la fausse carte, des promesses brisées par des officiers en uniforme, des visages d'enfants qu'il n'a pas sauvés. Mary, silencieuse, écoute, mais ses yeux restent fixés sur le chemin, car le passé comme l'or est un poids qu'ils ne peuvent porter maintenant. La deuxième nuit, cachés dans une crevasse où l'air sent le fer et la mousse, ils entendent les cris des poursuivants, portés par un vent traître. Mary, accroupie, bandage la plaie de Thomas, qui s'est rouverte sous l'effort, le sang tachant ses doigts comme une encre accusatrice. Elle murmure, non pour le réconforter, mais pour ancrer sa propre résolution. On ne s'arrête pas, pas encore. Thomas, les dents serrées,
hoche la tête, ses yeux reflétant la lune comme des lacs sombres, et ils reprennent leur course, leur souffle synchronisé dans un rythme désespéré. Les pins, squelettiques sous la lumière argentée, semblent tendre des doigts pour les ralentir, mais Mary, tirant Thomas par le bras, refuse de céder à la fatigue ou à la peur. Au troisième jour, le canyon se profile, une entaille profonde dans la terre rouge, où les parois scintillent d'un éclat minéral, comme si la montagne gardait l'or en son sein. Ils atteignent une corniche étroite, surplombant un abîme où l'ombre avale tout. Crowley et ses hommes, désormais proches, surgissent en contrebas, leurs revolvers luisant comme des crocs sous le soleil déclinant. John Calder, chevauchant aux côtés de Crowley, crie le nom de Mary, sa voix mêlant supplication et honte, mais elle l'ignore, ses yeux rivés sur Thomas, qui vacille, la sueur traçant des rigoles sur son visage. Crowley, levant son arme, tire, et la balle, sifflante, frappe Thomas au bras, le faisant chanceler au bord du vide. Mary, d'un bond, le retient, ses bras tremblants sous son poids, tandis que le sang coule, chaud et épais, sur ses mains. John, voyant sa fillade en danger, tente de s'interposer, mais une balle perdue, tirée dans la confusion, le frappe à la poitrine. Il s'effondre, son corps glissant sur la pierre rouge. Un dernier regard vers Mary, chargé d'un regret trop tardif. Crowley, furieux, ordonne à ses hommes d'avancer, mais Mary, dans un éclair de clarté, détache le sac de cuir de sa ceinture. Elle le tient un instant, sentant le poids de l'or, de la trahison, de tout ce qui a conduit à ce moment, puis, avec une force née du refus, elle le jette dans l'abîme. Le sac tournoie, scintillant une dernière fois avant de disparaître dans l'ombre, son tintement étouffé par le grondement du vent. Crowley, figé, hurle, mais sa voix se perd, car l'or, avec sa promesse empoisonnée, n'est plus. Les hommes, désorientés, ralentissent, et Crowley, privé de sa raison de tuer, recule, son visage crispé par une rage impuissante. Mary, soutenant Thomas, le traîne vers une grotte cachée par des broussailles, où l'air est froid et humide. Là, elle déchire sa chemise pour bander la nouvelle blessure, ses mains fermes, malgré la peur qui pulse dans ses veines. Thomas, à demi conscient, murmure qu'elle a libéré plus que l'or, qu'elle a brisé une malédiction. Mary, les yeux fixés sur l'entrée de la grotte, sait que la chasse est finie, mais pas la lutte. Dehors, le canyon se tait, comme si la terre elle-même approuvait son choix, mais l'obscurité grandissante murmure que la paix, si elle vient, aura le goût du sang et de la sueur. Alors que l'obscurité du canyon s'épaissit, enveloppant la grotte où Mary veille sur Thomas, le silence de la terre, comme un juge impassible, semble attendre leur prochain pas. L'aube, timide, perce à travers les broussailles, jetant des lances de lumière sur le visage épuisé de Mary, dont les mains, encore tachées de sang séché, tremblent légèrement en serrant le bandage de Thomas. Ils ont survécu à la chasse, mais le prix, la mort de John, la perte de l'or, les blessures de Thomas, pèsent comme un rocher sur leurs épaules. Sous un ciel où les nuages s'effilochent comme des promesses usées, ils entreprennent le retour vers la station, leurs pas lents traçant un sillon dans le sable rouge, non pas vers un refuge, mais vers un lieu à reconstruire. Le voyage ardu serpente à travers des pins dont les aiguilles crissent sous leurs bottes et des ravines où l'eau rare murmure des secrets oubliés. Thomas, soutenu par Mary, marche avec une volonté qui défie son corps brisé. Chaque inspiration un combat contre la douleur. Ses blessures, bien que bandées, laissent des marques permanentes, des cicatrices qui racontent l'histoire de deux mondes incapables de se rejoindre. Mary, les yeux fixés sur l'horizon, porte un sac alourdi par des provisions maigres, mais son esprit est ailleurs, repensant à la station, à ce qu'elle fut, un tombeau de solitude, et à ce qu'elle pourrait devenir.
Le désert, témoin muet, les observe, ces roches rouges luisant comme des braises sous le soleil renaissant. Lorsqu'ils atteignent la station, l'adobe est intacte, mais l'air porte encore l'odeur de la peur et de la poussière soulevée par Crowley. Clara, restée là, se tient près du puits, ses mains nouées dans un châle râpé, son visage marqué par un remords qui ne trouve pas de mots. Mary, sans un regard, passe devant elle, guidant Thomas vers une paillasse propre. Elle lui ordonne de travailler, tirer l'eau, balayer le sol, si elle veut te rester, non par cruauté, mais parce que la rédemption, dans ce désert, se gagne par le labeur, non par des larmes. Clara, tête baissée, obéit, ses gestes maladroits, trahissant une vie habituée à fuir plutôt qu'à construire. Les jours suivants, la station se transforme, non par miracle, mais par une obstination collective. Les gens du village voisin, alertés par le départ de Crowley, viennent, apportant des planches, des clous rouillés et des seaux d'argile. Une vieille femme, aux mains noueuses comme des racines, propose de creuser le puits plus profond, car l'eau, dit-elle, est la seule promesse que le désert tient. Un forgeron, le visage noirci par la suie, forge une nouvelle charnière pour la porte, jurant qu'elle ne grincera pas sous le vent. Mary, au centre de ce ballet silencieux, dirige sans élever la voix, ses ordres précis comme des coups de marteau, tandis que Thomas, convalescent, sculpte un symbole apache sur un poteau, une ligne courbe, signe de refuge, nom de victoire. Chaque soir, sous un ciel où les étoiles semblent plus proches, Mary et Thomas s'assoient auprès du puits, partageant un pain dur et une hot claire, leur silence de plus éloquent que des discours. Ils parlent un peu, mais quand ils le font, c'est de la terre, des graines à planter, d'un champ à labourer, d'une vie qui ne dépendra pas de l'éclat trompeur de l'or. Mary, un jour, décide de creuser un sillon près du puits, ses mains calleuses de brisant la croûte du sol, et Thomas, malgré la douleur, s'agenouille à ses côtés, semant des graines de maïs qu'il a gardées dans un chiffon. Clara, observant de loin, apporte un seau d'eau, versant chaque goutte comme une offrande. Et pour la première fois, Mary ne la repousse pas, laissant le geste parler là où les mots échouent. La station, jadis un lieu de passage pour les âmes perdues, devient un havre, non par sa richesse, mais par sa simplicité. Les voyageurs, rares, s'arrêtant, non pour l'or, mais pour l'eau, le repos et le silence qui apaise. Une après-midi, alors que le soleil peint le désert d'un rouge profond, Mary, tirant un seau du puits, sent le regard de Thomas, désormais plus fort, posé sur elle. Il trace une dernière ligne sur le poteau, un symbole de permanence, et murmure que ce lieu, comme eux, a survécu pour une raison. Mary, les yeux sur l'horizon, répond que la raison n'est pas dans le passé, mais dans chaque jour qu'ils arrachent au désert. Derrière eux, le vent porte l'odeur du pain que Clara cuit, et la station, sous la lumière déclinante, semble respirer, vivante, ancrée, prête à accueillir ceux qui cherchent non pas la fortune, mais un endroit où ne plus être abandonné. Voici une conclusion vibrante pour clore cette saga du désert, où Mary et Thomas ont défié la cupidité pour forger un refuge d'espoir. Qu'est-ce qui vous a marqué? Le courage de Mary, la rédemption de Clara, ou l'éclat d'un amour né dans la poussière? Partagez vos pensées, dites-nous d'où vous écoutez, car vos voix font vivre cette histoire. Un immense merci pour votre temps, pour avoir marché avec nous dans ce canyon rouge. Restez là, d'autres récits vous attendent pour vous emporter. À bientôt, sous un nouveau ciel étoilé, pour une autre aventure qui battra au rythme du désert.